un tournoi de karaté organisé par Henry Cho, un pionnier coréen du taekwondo qui a immigré aux États-Unis pour propager son art. Henry Cho, un maître de 9e dan, n'est pas un inconnu dans le monde des arts martiaux américains. Arrivé en Amérique dans les années 1950 pour étudier, il s'est rapidement imposé comme un enseignant respecté, fondant son dojo à New York et organisant des tournois annuels depuis 1905. Son All-American Open Karate Championship vise à rassembler les meilleurs pratiquants de karaté, taekwondo et même kung-fu dans une ère où les arts martiaux asiatiques commencent tout juste à percer le voile de l'exotisme occidental. En 1968, ce tournoi n'est pas seulement une compétition, c'est un pont culturel entre l'Orient et l'Occident, que trisse un lieu où des champions comme Chuck Norris viennent défendre leur titre mondial dans la catégorie des poids moyens. Norris, avec son background militaire et sa maîtrise du Tang Soo Do, incarne la force brute et disciplinée des arts coréens adaptés au sol américain. Il arrive ce jour-là pour conserver sa couronne, ignorant que sa vie est sur le point de basculer grâce à une rencontre inattendue. Mais au-delà des combats programmés, ce tournoi réserve une surprise, l'invitation d'un invité spécial pour une démonstration. Bruce Lee, alors âgé de 28 ans, est déjà une figure montante. Connu pour son rôle de Kato dans la série télévisée The Green Hornet, diffusée en 1976-1967, il n'est pas encore la superstar mondiale qu'il deviendra avec ses films hongkongais. Pourtant, sa réputation le précède. Né en 1940 à San Francisco d'un père acteur d'opéra cantonais, Bruce a grandi à Hong Kong dans les ruelles sombres de Kowloon, où il a appris le Wing Chun sous la tutelle du maître Deep Man dès l'âge de 13 ans. Ce style, originaire du sud de la Chine, met l'accent sur les combats à courte distance, avec des techniques rapides et directes, comme les chaînes de poing et les mains collantes, pour contrôler l'adversaire. De retour aux États-Unis en 1959, Bruce a ouvert des écoles à Seattle et Oakland, enseignant un art hybride qui se développe progressivement, le Jeet Kune Do, ou voie du poing qui intercepte. Une philosophie qui rejette les dogmes traditionnels pour privilégier l'efficacité pure, inspirée de la boxe occidentale, de l'escrime et de divers styles asiatiques. En 1968, les arts martiaux en Amérique sont encore dominés par le karaté japonais et le taekwondo coréen, des disciplines rigides avec des règles strictes, comme l'interdiction des coups au visage dans certains tournois pour éviter les blessures. Bruce Lee arrive dans ce monde comme un vent de révolution, prônant une approche fluide, adaptative, où la vitesse et la précision priment sur la force brute. Son invitation par Henry Cho n'est pas anodine. Cho, en tant qu'organisateur visionnaire, veut montrer la diversité des arts martiaux, et Bruce représente l'innovation chinoise face aux traditions établies. Des spectateurs, un mélange de pratiquants chevronnés, de curieux et de familles, s'installent dans les gradins, ignorant qu'ils assistent à un moment pivot. L'air est chargé d'anticipation, l'odeur de sueur et de linoléum imprègne l'arène. Les projecteurs s'allument, les applaudissements montent. C'est le calme avant la tempête, un rythme narratif qui s'installe doucement, préparant le terrain pour une révélation qui choquera les champions présents. Pause un instant. Imaginez les lumières tamisées, le bourdonnement de la foule. Ce n'est pas un simple tournoi, c'est le creuset où naîtra une amitié légendaire et où Bruce Lee démontrera, sans un mot, qu'il est en avance sur son temps. Dans les coulisses, Chuck Norris ajuste sa ceinture, concentré sur son combat à venir. Bruce, lui, prépare sa démonstration, ses muscles tendus comme des ressorts, prêts à dévoiler des techniques qui défieront les conventions. Le Madison Square Garden, en ce jour de 1968, pulse au rythme des arts martiaux. Les portes s'ouvrent tôt, laissant entrer une foule hétéroclite, des karatékas en J impeccables, des spectateurs en costume du dimanche, et même quelques célébrités attirées par l'exotisme des combats orientaux. Henry Cho, avec son charisme discret et son accent coréen marqué, dirige l'événement d'une main de fer. Son tournoi, l'All-American Open, est conçu pour promouvoir l'unité des styles, un concept novateur à une époque où les écoles se regardent en chien de faïence. Les compétitions se succèdent, katas précis, sparrings intenses, avec des juges scrutant chaque mouvement. Chuck Norris, déjà une étoile montante après ses victoires précédentes, entre sur le tatami pour défendre son titre mondial. Ses coups sont puissants, méthodiques, issus d'un Tang Soo Do affûté par des années d'entraînement militaire. Il domine ses adversaires avec une assurance qui force le respect, remportant le championnat sous les ovations. Mais l'attention se tourne bientôt vers l'invité d'honneur, Bruce Lee. Arrivé de Los Angeles où il tourne des épisodes de The Green Hornet,
monte sur scène non pour combattre, mais pour démontrer. À cette époque, les démonstrations sont courantes dans les tournois pour éduquer et inspirer. Bruce, avec son charisme magnétique, sait captiver. Il porte un simple pantalon noir et une chemise, contrastant avec les uniformes traditionnels des karatékas. Chuck Norris, encore essoufflé de sa victoire, observe depuis le bord du ring. C'est leur première rencontre, un moment fortuit qui scellera une amitié durable. Norris racontera plus tard, après avoir gagné le titre, le promoteur m'a présenté à Bruce. Nous avons commencé à discuter et notre conversation s'est approfondie. Il m'a proposé de nous entraîner ensemble à notre retour à Los Angeles. Le contexte historique est crucial ici. En 1968, les arts martiaux américains sont en pleine transition. Le karaté, importé par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, se structure autour de fédérations comme l'O, Amateur Athletic Union. Des tournois comme celui de Shaw servent de vitrine, mais ils sont souvent rigides, point pour des touches contrôlées, interdiction des coups trop violents. Bruce Lee, influencé par son enfance hongkongaise, marquée par des défis de rue contre des gants, apporte une perspective différente. Son Jeet Kune Do, qui formalise autour de 1967, est une synthèse. Absorber ce qui est utile, rejeter ce qui ne l'est pas. Ajouter ce qui est unique à soi-même. C'est une philosophie en rupture avec les katas figés du karaté Shotokan ou Kyokushin qui dominent la scène. La tension monte progressivement, les spectateurs murmurent, curieux de voir cet acteur de série B démontrer du kung-fu chinois, un terme encore exotique. Bruce s'avance sous les projecteurs, son regard perçant balayant la foule, il commence calmement, expliquant en anglais clair ses principes. Les karatékas présents, habitués à des styles linéaires et puissants, ne savent pas encore qu'ils vont être confrontés à une vitesse et une fluidité qui les laisseront bouche bée. Chuck Norris, avec son expérience de champion, sent intuitivement que cet homme n'est pas ordinaire. Le rythme s'accélère, de la présentation polie à la démonstration explosive, c'est une montée en puissance qui prépare le terrain pour les révélations techniques. Pause narrative. Écoutez le silence de l'arène, ponctué par les échos des applaudissements précédents. Bruce ajuste sa posture, prêt à montrer pourquoi il est en avance sur son temps. Les champions comme Norris observent, inconscients que cette démonstration va influencer leur propre évolution martiale. Bruce Lee monte sur le tatami et l'atmosphère change. Le bruit de la foule s'estompe, laissant place à un silence attentif. Il commence par présenter les éléments de kung-fu chinois traditionnels, comme la griffe du tigre, connue en cantonais sous le nom de Fujiaope. Cette technique, issue des styles du sud de la Chine comme le Hungar, imite les mouvements d'un tigre en chasse, des frappes puissantes avec les doigts recourbés, visant les points vitaux pour déchirer ou saisir. Bruce l'exécute avec une fluidité hypnotique, ses mains se transformant en armes animales. Les spectateurs, habitués au ki strident du karaté, sont captivés par cette grâce féline qui contraste avec la rigidité des formes japonaises. Puis, ils passent au Wing Chun, son art de base. Développé au XIe siècle par une nonne bouddhiste légendaire, non mui et transmis à Yim Wing Chun, ce style est conçu pour les combats rapprochés. Bruce démontre les shisa ou mains collantes, un exercice où les avant-bras restent en contact avec ceux de l'adversaire, permettant de sentir et rediriger les attaques. Avec un partenaire volontaire du tournoi, il montre comment une petite structure peut vaincre une force supérieure grâce à l'économie de mouvement. Le Wing Chun n'est pas pour les spectacles, semble-t-il dire par ses gestes, c'est pour la survie dans les rues. Les karatékas présents, entraînés à des distances plus longues avec des blocs durs, sont stupéfaits. Comment cet homme, plus petit que la moyenne, peut-il générer une telle explosivité sans recul? La montée dramatique culmine avec le Jeet Kune Do, son invention personnelle. Bruce explique brièvement, c'est un non-style, une voie libre qui intègre le meilleur de tout, la ligne droite de la boxe anglaise pour les jabs, les low kicks du Muay Thai, les projections du judo. Sur scène, il enchaîne des séquences hybrides, un jab rapide suivi d'un coup de pied circulaire au visage, démontrant que les limites traditionnelles sont obsolètes. Les high kicks, en particulier, choquent l'assemblée. Contrairement à l'idée répandue, et plus tard contredite par Chuck Norris lui-même dans des interviews, que Bruce ne croyait qu'aux coups sous la ceinture pour des raisons pratiques, évitez-les. Contre et cibler les zones vulnérables. Cette démonstration prouve le contraire. Des foutages montrent Bruce levant la jambe avec une vitesse fulgurante, touchant le visage sans effort apparent. C'est une révélation en 1968, alors que le karaté américain interdit souvent les coups au-dessus de la taille pour sécurité. Bruce montre que la précision rend ces techniques viables et dévastatrices. Le rythme narratif s'intensifie.
Chaque mouvement est décrit comme une peinture vivante. La jambe de Bruce qui fouette l'air, le son mat d'un impact contrôlé, les yeux écarquillés des champions. C'est ici que Bruce choque les karatékas, sa vitesse est inhumaine, sa précision chirurgicale, sa philosophie avant-gardiste. Il n'impose pas, il inspire, montrant que les arts martiaux doivent évoluer pour survivre. Pause, respirez avec la foule, sentez la tension palpable. Bruce n'a pas encore fini. Ses exploits physiques vont pousser l'admiration plus loin. La démonstration passe à un niveau supérieur lorsque Bruce aborde sa condition physique. En 1938, le conditionnement des arts martiaux se limite souvent à des katas répétitifs et des sparring basiques. Bruce, influencé par la musculation occidentale et des lectures comme celle de Jack Lalanne, prône un entraînement holistique, force, endurance, flexibilité. Il commence par des pompes sur 2 doigts, une prouesse qui défie la gravité. S'allongeant sur le tatami, il place ses index et majeurs au sol et élève son corps avec une facilité déconcertante. Chaque répétition est parfaite. Ses muscles abdominaux saillants comme des cordes tendues. Les spectateurs retiennent leur souffle, même les karatékas endurcis, habitués aux entraînements rigoureux, n'ont jamais vu une telle maîtrise du corps. Cette technique n'est pas un gimmick. Bruce l'a développée pour renforcer les doigts, essentiels dans le Wing Chun pour l'époque c'est grabs. Historiquement, des maîtres chinois comme ceux du Shaolin pratiquaient des exercices similaires pour durcir les extrémités, mais Bruce les modernise avec une approche scientifique. Série progressive, repos contrôlé. Chuck Norris, observant, est impressionné. Cela marquera le début de leurs entraînements communs à Los Angeles, où ils échangeront technique et philosophie. Puis, Bruce démontre son ambidextrie, un aspect souvent sous-estimé. Comme le soulignera plus tard George Dillman, un maître de Tushojitsu qui a connu Bruce, il pouvait utiliser ses 2 mains avec la même puissance et kicker avec n'importe quelle jambe sans perte d'efficacité. Sur scène, Bruce alterne un high kick du pied droit au visage, suivi d'un identique du gauche. Ses mains suivent un jab gauche aussi percutant qu'un droit croisé. Cela contredit les styles traditionnels où un côté dominant prévaut. Dans le Jeet Kune Do, l'ambidextrie est clé pour l'adaptabilité, une idée en avance, préfigurant le Minama moderne. La tension monte, chaque exploit est une révélation, montrant Bruce comme un innovateur. Les champions présents, choqués par cette polyvalence, commencent à questionner leur méthode. Pause, sentez l'admiration grandir comme un feu qui couve. Bruce n'est pas seulement fort, il est intelligent dans sa force. Un moment pivotal, les high kicks de Bruce. Le footage capturé ce jour-là montre clairement Bruce levant la jambe au-dessus de la taille, touchant le visage avec précision. Cela contredit directement les affirmations ultérieures de Chuck Norris, qui dira dans des interviews que Bruce croyait seulement aux kicks below the waist pour des raisons tactiques, éviter les grabs et maximiser l'impact sur les jambes ou le torse. Mais en 1968, Bruce démontre le contraire. Ses coups de pied au visage sont rapides, imprévisibles, issus d'une flexibilité acquise par des étirements quotidiens et des entraînements intensifs. Techniquement, ces kicks intègrent le Wing Chun pour la stabilité et le Jeet Kune Do pour l'hybridation. Bruce explique, un high kick n'est pas pour le show, mais pour surprendre un adversaire distrait. Les karatékas, habitués à des règles protégeant le visage, sont stupéfaits. Norris, bien qu'il n'ait pas enseigné les high kicks à Bruce, comme certains mythes le suggèrent, absorbera ses idées dans leur session future. Cette partie monte en tension, de la démonstration calme aux kicks explosifs, révélant Bruce en avance sur son temps, choquant par sa vitesse et précision. Pause, la foule applaudit, mais le choc persiste. Bruce a planté les graines d'une révolution, la démonstration s'achève, mais son écho résonne. Bruce a choqué les champions par sa philosophie, efficacité sur tradition. Chuck Norris, impressionné, propose des entraînements communs, marquant le début d'une amitié qui influencera Hollywood. Bruce, en avance, préfigure le Minma avec son hybridité. George Dillman confirmera ambidextrie et puissance égale des côtés. Ce jour de 1968 renforce la légitimité de Bruce, pas un acteur, un maître réel. Conclusion, une vérité oubliée, révélée comme un documentaire interdit, rappelant que Bruce était un visionnaire.